Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu dans cette rencontre hebdomadaire avec notre cher ami François Martin. Cher François Martin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdeljalil, c'est toujours Merci un beaucoup. plaisir, une fois de Merci plus. beaucoup. Merci beaucoup et j'aimerais à travers vous remercier nos auditeurs et auditrices pour la réaction avec vos interventions. Il y avait beaucoup de commentaires, des réactions. Tout à euh, fait, et on les invite à continuer de bien sûr, réagir avec notre plateforme et de soutenir à travers le liking, le partage, etc. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour cette semaine, on a beaucoup d'actualités au niveau international à décrypter, en commençant par les incidents d'Amsterdam présentés Oui, par les médias mainstream comme pogrom, comme agression des juifs, agression antisémite, récupérée rapidement par la classe politique, surtout en France, bien sûr. même par le président Macron, incapable aujourd'hui de défendre son autorité diplomatique. Hein. J'aimerais bien aussi, en tant que Français souverainiste, patriote, François Martin, avoir votre avis concernant l'agression à l'atteinte à la autorité diplomatique à Jérusalem dans un domaine géré par la République française. Même Macron n'est pas capable à défendre la autorité de son pays, mais qualifier les événements d'Amsterdam comme des événements antisémites, etc., contre des gens qui sont venus, d'après les documents, hein, documents publiés par des médias alternatifs, qui sont venus pour chanter le génocide, pour chanter la liquidation en masse, les assassinats contre les femmes et les enfants Bien sûr. à Gaza, et même pour ne pas respecter aussi l'obligation morale de solidarité avec les victimes d'inondations en Espagne. Comment vous avez lu les événements d'Amsterdam, François Martin? Eh ben, moi, je les trouve tellement énormes. Il y a une vidéo qui circule qui est formidable d'un jeune gamin, enfin d'un jeune homme vraiment très jeune, qui a pris sa caméra et son micro et qui suit tout ça. Et on voit très clairement que cette agression de départ par ce groupe de hooligans israéliens est parfaitement préparée. On voit que les types restent ensemble, ils obéissent à un mot d'ordre, ils partent dans une direction, ils attrapent des armes, des bâtons, etc., qu'ils jettent sur la police. Ils vont se réunir sous un immeuble où il y a le drapeau palestinien. Enfin, tout ça me paraît tellement coordonné que ça me fait tout à fait penser à une opération du Mossad. Ce sont même le jeune journaliste dit que ce sont des soldats. Donc, ils sont disciplinés. Il y a un moment donné, ils partent en courant sur la gauche tous ensemble. Ils s'arrêtent. Le chef leur dit on va faire ci, on va faire ça en hébreu pour pas qu'on les entende. Donc, c'est une opération qui est montée de toutes pièces et je pense qu'elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie israélienne. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la guerre a été montée par un génie politique, qui s'appelle Yahya Sinwar, qui a compris dès le début que le piège, c'était la victimisation. C'est comme ça que Israël a réussi à construire son État et sa popularité à partir de sa victimisation, et que si les Palestiniens voulaient un jour leur État, il fallait le faire par la victimisation, comme Gandhi à l'époque, qui disait à ses troupes, je rappelle, je vous en supplie, face aux Anglais, je vous en supplie, laissez-vous massacrer. C'est-à-dire la stratégie sacrificielle dans une guerre asymétrique du faible au fort décolonial, c'est la stratégie qui paye. C'est ça qui a payé au Vietnam. Alors, je ne dis pas que dans la réalité, les Vietnamiens étaient uniquement un peuple sacrifié, puisqu'il y avait donc
également une armée du Nord-Vietnam qui a tenu tête à l'armée française et ensuite à l'armée américaine. Mais c'était une stratégie sacrificielle qui a extraordinairement marché, puisqu'elle a créé le mouvement américain de défense des Vietnamiens. Et là, on est dans la même logique. Et les Israéliens se sont fait complètement piéger. Et ils ont réagi, ils ont surréagi. Et moi, je pense maintenant à la réflexion que les réflexions de Smotrich, Ben-Gvir, des uns, de Yoav Galant, etc., qui consistent à dire on va les affamer, on va affamer 2,5 millions de personnes, ça ne me gêne pas. Une bombe, ce sont des animaux humains. Une bombe atomique sur Gaza est une option. Ces réflexions et ces affirmations sont tellement énormes, de même que la façon de frapper, qu'elles visent absolument, à mon avis, à créer une réaction dans la population arabe, dans les pays occidentaux, qui sont ceux qui font pression sur l'ONU et qui peuvent faire pression sur les États-Unis pour avoir ce dont la Palestine a besoin, c'est-à-dire la reconnaissance de son État. Il s'agit de créer une réaction violente pour retourner le pendule de la victimisation en faveur d'Israël. Pour qu'on dise, vous voyez, ce sont les Arabes qui sont les agresseurs et c'est Israël qui se défend. C'est ça l'objectif parce que sinon, je veux dire, toutes ces déclarations sont des déclarations politiques, c'est-à-dire des déclarations qui ont un sens. C'est pas uniquement pour dire ce sont des animaux humains, etc. Il y a dans la stratégie israélienne définie dès le début une provocation permanente. Mais le problème, c'est que cette provocation permanente s'accompagne d'une action qui elle-même est extrêmement brutale, violente, sauvage, etc., qui contribue à retourner l'opinion en faveur de la Palestine. Donc, c'est un piège, je dirais, diabolique, parce que Israël se fait prendre complètement à son propre piège et ne peut pas en sortir autrement qu'en augmentant la violence et la provocation. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que la moitié de la jeunesse américaine aujourd'hui serait d'accord avec la disparition d'Israël. Donc, c'est véritablement une guerre du Vietnam. Et si la Palestine veut gagner cette guerre, il faut absolument qu'elle continue cette stratégie très douloureuse, mais extrêmement payante, de la victimisation et de la, cette stratégie sacrificielle. Voilà. C'est la seule façon de gagner. C'est la seule façon. C'est pour ça, je pense que cette opération d'Amsterdam est très bien montée par Israël parce qu'elle vise à pousser les populations arabes. Enfin, quand on crie tuer tous ces putains d'Arabes ou bien il n'y a plus besoin d'école parce qu'il n'y a plus d'enfants, enfin, c'est une provocation pure. Ce sont on ne peut pas penser que dans le cadre d'une guerre, ces groupes aient eu la possibilité de dire ce genre de choses sans avoir un accord explicite du Mossad. C'est évident. Et d'ailleurs, ceux qui crient ça à l'intérieur du groupe, ce sont des agents du Mossad. Et le but, c'est justement d'essayer de provoquer ce qu'ils ont appelé un pogrom, mais qui n'a rien à voir avec un pogrom, de façon à ce qu'on dise, regardez l'antisémitisme, les pauvres juifs, etc., et qu'on retourne le pendule de la victimisation dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut absolument que les populations arabes restent bien en Europe et aux États-Unis et partout, restent absolument dans leur ligne non violente. Il faut suivre la stratégie de Gandhi, absolument, en disant voilà, c'est nous les victimes, en gros, c'est le message qui doit passer. C'est nous les victimes, c'est nous les victimes. Et encore une fois, celui qui a inventé ça, je pense que Sinoir, pendant toutes ces années de prison, a eu le temps de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir. Il a construit cette ligne politique
qui est, sur le plan strictement politique, qui est génial, en fait, qui est génial. Et il a compris qu'il fallait faire le contraire de ce qu'avait fait Arafat, qui avait essayé de faire pression sur les Occidentaux à travers des attentats, comme à Munich, etc. C'est le contraire. Il faut, par la victimisation, que les opinions occidentales fassent pression sur leur gouvernement pour que les gouvernements fassent pression sur les États-Unis et sur l'ONU pour obtenir la reconnaissance d'Israël, de la Palestine, par les instances internationales. C'est ça la clé. Arafat s'est complètement trompé parce qu'il a espéré qu'il pouvait avoir un accord local. Donc, il a fait pression et il a mis la pression pour obtenir un accord local. Mais un accord local avec la stratégie d'Israël, qui est une stratégie même, on a vu que même pendant les époques où ce n'était pas la droite israélienne qui était au pouvoir, la colonisation n'a pas cessé. Elle est en ligne droite, en augmentation comme ça, en ligne droite, depuis 1948 jusqu'à maintenant. Elle est en ligne droite. Donc, Israël n'obtiendra rien n'est à obtenir d'Israël, même d'un autre gouvernement. C'est uniquement le gouvernement des États-Unis qui est capable de changer les choses. Et on va en parler, mais il est extrêmement important s'il y a des hooligans ou des populations arabes en Europe et en Amsterdam ou ailleurs, de faire passer des messages de façon à leur dire tenez-vous tranquille, défilez pacifiquement en demandant votre état, mais n'allez pas taper sur des provocateurs parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent en fait. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense de cette histoire. Voilà. Il y a une vraie guerre de victimisation et les Palestiniens ne doivent pas la perdre. Pas du tout. Je m'excuse, François Martin, j'insiste, j'aimerais avoir votre point de vue concernant l'agression Oui. contre la France à Jérusalem. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est ça qui me laisse à penser. Malgré que Macron, si vous vous souvenez, ça fait 2 ans, il a voulu jouer le même scénario à la chiraquienne, mais il n'a pas pu malheureusement. Mais Macron, il n'a plus rien à faire, il n'est plus président de la République. Le canard est sans tête et la tête est attachée au cou par un petit lambeau de peau qui se diminue de jour en jour. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui. Donc Macron, il faut qu'il utilise l'espace médiatique pour exister. Donc quand il va au Maroc, il emmène 125 ou 150 personnes, il fait des déclarations qui était assez juste d'ailleurs en ce qui concerne le Liban, en disant qu'il ne voulait plus livrer d'armes au Liban, et Israël lui fait payer. Donc ça veut dire que Macron, c'est un petit garçon aujourd'hui dans la politique internationale, où chacun, quand il en a envie ou besoin, pour des raisons de politique interne, lui met une claque sur la figure. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc l'opération d'Israël, d'arrêter les deux, faut pas me dire qu'ils avaient besoin, que c'est la sécurité nationale qui veut qu'on arrête les policiers ou les gendarmes à l'intérieur d'un territoire administré par la France. Alors je dirais que c'est de la part d'Israël un message interne, à usage interne, ce qui montre d'ailleurs à quel point Israël est aux abois pour être obligé de faire une chose comme ça. C'est un message à usage interne pour rassurer et consolider ces populations, pour leur dire regardez, Macron a été méchant avec nous puisqu'il a critiqué notre opération au Liban, il fait mine de ne pas vouloir nous livrer des armes, donc on lui met une baffe. Et la deuxième, c'est, comme l'a rappelé Védrine, depuis toujours, Israël veut éradiquer tout signe depuis toujours veut éradiquer tout signe de religion étrangère sur ce qu'il considère être son territoire. Donc en fait, les églises, les bâtiments qui sont gérés par la France sont en fait en sursis. D'ailleurs, je crois qu'il y a une grande bataille aujourd'hui dont personne ne parle, parce que les Israéliens considèrent que, pour une raison que j'ignore d'ailleurs,
que les bâtiments gérés par la France leur doivent un loyer et depuis 110 ans ou 120 ans, ils ont fait le calcul du loyer et donc ils demandent à la France ou aux bâtiments de leur payer plusieurs milliards de dollars pour le paiement du loyer. Donc, c'est une pression politique consiste à dire, ben ici, c'est la terre des Juifs et c'est tout. Donc, les autres, on va les chasser. Donc, il faut le voir dans cette perspective-là. Il y a donc la double perspective, punir Macron d'une part, et puis chasser toute trace de religion chrétienne d'autre part. C'est ça les deux lignes. C'est une opération de propagande à usage interne pour essayer de solidifier leur propre opinion parce qu'ils n'ont pas de résultat ni à Gaza ni au Liban. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut lire l'affaire, moi, à mon avis. Voilà. C'est très simple. Oui, notre deuxième point d'analyse des actualités au niveau international pour cette semaine concernant les élections de Donald Trump avec une majorité confortable. Ça se confirme chaque jour. Et contrairement à ce que vous avez présenté l'autre fois, plusieurs observateurs confirment que le pire sera avec Trump, soit à Gaza, soit concernant la guerre en Ukraine. Peut-être il va modifier, il va temporiser un peu sur l'Ukraine, mais à Gaza, avec les indices de nomination d'une administration américaine actuellement par Trump, pro-sioniste, le secrétaire général, le secrétaire des affaires étrangères, le chef cabinet, etc. Ça ne va pas donner beaucoup d'espoir pour trouver une solution à la guerre de Gaza. Peut-être un peu de réaliser un peu je m'excuse, des manœuvres tactiques pour la guerre en Ukraine, mais à Gaza, c'est difficile. Qu'est-ce que vous disiez, François Martin? Alors, moi, je pense le contraire. Moi, je l'ai déjà dit, je pense le contraire. Je pense que s'il veut véritablement s'attaquer, et après on va parler de son projet politique, mais s'il veut vraiment s'attaquer aux problèmes internes qu'il a, c'est-à-dire nettoyer le marécage, et après je dirais aussi comment je pense qu'il peut nettoyer le marécage, il faut qu'il arrête les deux guerres, la guerre de Gaza et la guerre d'Ukraine. Et à mon avis, je veux dire, la guerre de Gaza n'a pas de solution. Alors peut-être qu'il va nommer il peut pas faire autrement que de nommer effectivement des pro-sionistes, mais c'est lui qui va s'occuper de la guerre. C'est pas son administration. Et il a plusieurs éléments qui font penser qu'il va être obligé de le faire. La première, c'est que la guerre n'a pas de solution. Donc, combien de temps ça va durer? Ça va durer encore 6 mois, 1 an. Nous avons discuté ce matin d'une vidéo qui est parue là sur Internet avec les chefs de l'armée israélienne qui disent nous envoyons un message au Hamas, vous savez, nous on apprend tous les jours, on est de mieux en mieux, on est de plus en plus fort, on va vous battre, hein, vous savez, on va se défendre, on est devenu très professionnel maintenant, vous savez. Alors, ça fait un an, et ils disent ça, mais c'est ahurissant d'enfantillage. Il faut écouter vraiment cette vidéo. On a l'impression que c'est un père sans autorité qui parle à son fils. Attention, je vais te punir, tu sais. Si ça continue comme ça, c'est incroyable. Enfin, je veux dire. Donc, pour moi, cette guerre est absolument sans issue pour Israël, sans issue. Et les conseillers de Trump vont le lui dire parce que Trump, il veut arrêter de payer de l'argent. Bon, ça, c'est la première chose. Et une autre chose qui est très importante, c'est que Trump tient beaucoup à son projet de renouveler les accords d'Abraham et d'y inclure l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite a dit très clairement qu'elle ne négocierait pas les accords d'Abraham s'il n'y avait pas l'État palestinien dedans. Donc, moi, par ailleurs, je crois, d'après ce que je lis,
que Trump a téléphoné à Netanyahou en disant « Écoute, tu as jusqu'à ma prise de fonction pour régler le problème ». Donc, je pense que Trump est un pragmatique. Je pense que Trump, de toute façon, n'a pas de solution. Parce qu'il va faire quoi? Il va aller bombarder l'Iran. Il dit, c'est moi qui suis l'homme de paix. Et après, il va les pousser à la guerre régionale ou à la guerre mondiale contre l'Iran. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à bombarder les populations, à laisser bombarder les populations gazaouis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Israël, on va multiplier les armes qu'on vous donne pour aller attaquer, aller bombarder Beyrouth et faire de Beyrouth la même chose que ce que vous avez fait à Gaza. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Trump, il a dans sa tête un truc qui dit tic-tac, 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 parce qu'il a 78 ans et qu'il a 2 ans pour réformer. Donc, il n'a pas le choix. Il faut qu'il réforme et qu'il aille vite en politique internationale. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il va dire à Netanyahou, ben c'est fini. Et je pense que le jour de sa prise de fonction, il va lui dire, ben voilà, je t'ai téléphoné, je t'ai dit que ça allait se régler, il fallait le régler avant ma prise de fonction. Maintenant, je suis en fonction, il n'y a plus d'argent. C'est fini. Et moi, je pense que ça peut se régler d'une façon extrêmement rapide. C'est que, et c'est d'ailleurs la seule façon qui peut se régler, c'est qu'à un moment donné, l'ONU remette sur le tapis une résolution donnant l'État d'Israël et que les États-Unis cessent de s'y opposer. C'est tout. De toute façon, Trump, écoutez son discours de 2019 à l'ONU. Trump est un patriote. C'est un homme qui veut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En fait, il est très proche des BRICS et il est très proche de Gaulle dans sa façon d'envisager les choses. Donc, à un moment donné, les guerres, ça ne l'intéresse pas. La prise de pouvoir, la prise de contrôle des États-Unis sur le monde, ça ne l'intéresse pas. Il est... alors, le problème, c'est qu'il est tributaire aussi d'une position hégémonique des États-Unis et qu'il ne peut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il ne peut pas se mettre tous les lobbies à dos en même temps. Mais il va devoir faire des choix. Il n'a pas de temps. Donc, il va devoir faire des choix. Et ben, le choix, ça va être arrêter la guerre et puis derrière, on va de toute façon, quoi qu'on en dise, dans la bonne direction, à mon avis, quels que soient les signaux négatifs, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Là, il n'y a pas d'alternative. Tsahal ne gagne pas cette guerre et ne peut pas la gagner, ni au Liban, ni à Gaza. Il y avait un ancien militaire israélien ou un ancien membre du Mossad, je ne me souviens plus, qui disait que les chiffres qui sont présentés concernant les morts de Tsahal sont totalement bidons. Il y a plusieurs milliers de morts, sinon si ce n'est plusieurs dizaines de milliers de morts à Tsahal. Donc, ça ne peut pas continuer. Et je pense que Trump va le comprendre. Je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre, de toute façon. Voilà. Donc, je pense qu'on va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'en janvier, ceux qui disent « Ah oui, Trump est avec nous, etc. », ils vont avoir des drôles de surprises et je dirais qu'il va il va truander ceux qui espèrent qu'il va soutenir Israël jusqu'à la fin des temps, de la même façon que De Gaulle a truandé ceux qui espéraient qu'il allait poursuivre la guerre d'Algérie et aider l'Algérie française. Donc, je pense qu'on va avoir une situation un peu dans ce genre-là. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer en janvier. Mais je pense qu'on peut, je ne dis pas qu'on va, mais je pense qu'on peut avoir une solution et très rapide. Voilà ce que je pense. Par-delà les apparences, hein, voilà ce que je pense sur Gaza. Oui. Et sur... ouais, pardon. Oui. Et est-ce que concernant la relation Trump, l'OTAN et Trump, la Chine, est-ce que d'après vous, il va rejouer le même scénario qu'il a joué durant le mandat de 2016? Il a menacé de se retirer de l'OTAN, il a menacé aussi la Chine
d'imposer un embargo commercial et fiscal et tout. Bien sûr. Bien sûr, il va faire ça, évidemment. Il va faire ça. Alors, sur la Chine d'abord, il a oui. déjà annoncé qu'il allait mettre 20 ou 25% de droits de douane, mais il va le faire, c'est évident. Mais seulement dès qu'il l'aura fait, il ira voir Xi et il lui dira, alors maintenant, combien tu payes pour que j'enlève les droits de douane dans tel ou tel ou tel domaine. Donc, il crée d'abord une situation pour rétablir un équilibre commercial avec les Chinois. Et après, il va les négocier. Ça ne l'intéresse pas de faire tomber la Chine. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est un patriote. Ce qu'il veut, c'est Make America Great Again. C'est ça qu'il veut. Donc, il veut des relations équilibrées avec la Chine et il veut faire cesser le vol, le pillage des secrets parce qu'on sait que la présence chinoise aux États-Unis est très forte et le système d'espionnage chinois est très fort. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui font produire sur le territoire chinois. Lui, il veut rééquilibrer les relations. Il veut forcer les entreprises à venir travailler, mettre leurs usines sur le territoire européen. Donc, il va mettre une pression commerciale. Et les Chinois, ils vont très bien le comprendre puisque c'est un domaine dans lequel ils excellent. Donc, ils vont négocier pied à pied. Je te donne ça, tu me donnes ça. Là, j'enlève les droits de douane, là, tu les enlèves, etc., etc. Et puis, ils vont parvenir à un équilibre où les États-Unis vont reprendre une relation commerciale moins déséquilibrée. Donc, voilà, c'est ça qui va se passer. Mais ça va rester dans le cadre de négociations brutales et fortes commerciales, mais je ne crois pas que les États-Unis vont aller se mouiller pour aller faire la guerre pour le compte de Taïwan. Pas plus que je crois d'ailleurs que la Chine va mettre la main sur Taïwan non plus. Donc, non, je pense qu'on va arriver, on va revenir à quelque chose qui est, que je trouve qui est pas malsain, qui est la négociation dure entre peuples libres, où chacun, mais sans une volonté hégémonique américaine qui n'existe pas. Voilà ce que je pense de la Chine. Alors, ce que je pense ce que je pense maintenant de l'Ukraine. Alors, je suis sidéré parce que j'entends tout le monde dire voilà ce que Trump va faire. Mais attends, dans une guerre, qui c'est qui décide? C'est le vainqueur, non? C'est pas le vaincu qui décide des conditions de la guerre, c'est le vainqueur. Donc tout le monde est en train de se dire mais qu'est-ce que Trump va faire? Et personne ne se dit qu'est-ce que Poutine va faire. C'est Poutine, c'est dans la tête de Poutine qu'il faut essayer de lire, c'est pas dans celle de Trump. On est tellement obnubilé par l'impérialisme américain traditionnel qu'on se dit ah ben maintenant que Trump est élu, c'est lui qui va décider de l'issue de la guerre en Ukraine. Mais pas du tout. Trump est là pour organiser la défaite et organiser la retraite. Il est là pour ça. Donc c'est Poutine qui va dicter ses conditions. Donc Poutine va lui dire alors tu lèves les sanctions, tu me rends mes 300 milliards de dollars que tu m'as pris, tu me laisses reconstruire mon gaz avec les Européens, etc. Si tu fais pas ça, je continue. Je continue, tu vas faire quoi? Tu vas régionaliser la guerre? On va à la guerre nucléaire? Alors si on va à la guerre nucléaire, j'ai 15 ans d'avance. J'ai 15 ans d'avance sur toi. Donc toi, tu vas peut-être Et c'est pour perdre. cela, permettez-moi, François, est-ce que c'est pour cela, ces jours, les forces de Vladimir Poutine ont accéléré le grignotage territorial sur le terrain, hein, Bien sûr, mais de toute façon, ils suivent leur agenda de la façon la plus régulière et parfaite, comme dans une partie d'échecs. Voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'aller moins vite, ils n'ont pas besoin d'aller plus vite, mais actuellement, l'armée ukrainienne est en train de se débander de tous les côtés. Donc Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire on va à la guerre nucléaire? Je rappelle que le propre du nucléaire, c'est l'incertitude. C'est-à-dire si on se bat tous les deux à coups d'armes nucléaires, moi, je vais peut-être disparaître et toi, tu vas peut-être disparaître. Mais là, on n'est pas dans l'incertitude nucléaire. Parce que Poutine va lui dire, si on fait la guerre nucléaire, moi, je vais peut-être disparaître, mais toi, tu vas certainement disparaître parce que tu n'es pas en mesure d'arrêter mes bombes. Parce que moi, je maîtrise l'hypersonique et pas toi. Alors, est-ce que tu es prêt à faire une guerre où les États-Unis vont disparaître à coup sûr? À coup sûr.
Et personne, aucun dirigeant, ne se lance dans une guerre quand il est certain de faire disparaître son pays. Donc, cette différence entre les États-Unis et la Russie sur le plan nucléaire donne à la Russie un avantage stratégique fondamental. Ça, c'est quelque chose qu'avait dit l'historien Édouard Husson dès le début de la guerre. En fait, la plus grande force de Poutine, c'est ça. Donc, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se mettre d'accord. Et moi-même, je pense une chose, quand j'entends, comment il s'appelle, Trump qui dit, oui, il va falloir que les Européens payent eux-mêmes leur défense. En fait, c'est une façon détournée de dire, je me barre et je rentre chez moi. C'est ça que ça veut dire. Je vous laisse le bébé et je rentre chez moi. Mais est-ce que tu penses que l'OTAN va continuer à fonctionner uniquement avec les Européens si les Américains se retirent? Jamais. Donc les Européens, ils vont dire, bon, c'est plus l'OTAN, c'est notre défense et tout, et puis ça ne va pas marcher, parce que l'Italie, elle va dire, bon, on va aller travailler avec les Russes, et puis les Allemands, ils vont dire, on va aller travailler avec les Russes, et tout le monde va aller travailler avec les Russes. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de s'organiser? C'est deux choses. C'est la retraite des Américains qui vont rentrer chez eux. Comme l'avait dit le général de Gaulle, un jour, les États-Unis quitteront le vieux continent. Ça n'a aucun sens sur le plan historique que l'Europe soit coupée en deux sur le plan de l'histoire et qu'elle n'ait pas un accès normal et fluide et facile avec la partie de l'Europe qui se trouve en Russie. Ça n'a aucun sens historique. Pas plus que ça n'avait un sens historique que l'Allemagne soit coupée en deux et qu'elle n'ait pas accès à ces, comment dire, l'Allemagne soit coupée des pays de l'Est et qu'elle n'ait pas accès à ces sources d'approvisionnement à l'Est et qu'elle soit piégée, un client piégé de la France. L'Europe de l'Ouest n'a pas de raison d'être un client piégé des États-Unis. Un jour, c'est une anomalie de l'histoire. Et les anomalies de l'histoire, un jour, disparaissent. Donc, moi, je pense que la fin de cette négociation avec Trump, qui, je le rappelle, est un nationaliste et un patriote qui veut des nations libres qui discutent ensemble. D'avoir une grosse main sur l'Europe, c'est pas son affaire. C'est pas son affaire, ça. Donc, il va s'en aller. Moi, je pense qu'il va s'en aller à un moment donné. Il va s'en aller. Donc, il va pas dire je m'en vais. Il va me dire vous payez, vous vous débrouillez, c'est votre défense, vous vous débrouillez. Mais si c'est la fin de l'OTAN, Abdeljelil, c'est la fin de l'Europe. Parce que l'Europe est une création de l'OTAN, en fait. Je rappelle ça. Il faut lire le livre de Eric Branca qui s'appelle L'ami américain. De Gaulle, lors du traité de l'Élysée, a voulu construire une relation libre avec l'Allemagne. Et c'est le français Jean Monnet, pour le compte des Américains, qui a fait rajouter, lors de la ratification du traité de l'Élysée par le Bundestag allemand, une partie, un codicile, qui disait cet accord ne remet pas en cause l'accord préalable qui existe entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc, ça veut dire que, en d'autres termes, nous, on veut bien une Europe, mais c'est une Europe américaine. Donc, cette Europe que l'on considère ou que l'on croit être une Europe européenne montée par les Européens, c'est un projet américain. C'est pas un projet européen, c'est un projet américain. Donc, le jour où les Américains s'en vont chez eux, l'Europe s'arrête. Et les premiers qui vont quitter l'Europe, c'est l'Allemagne, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont plus besoin. Par contre, leur relation avec la Russie, ça, c'est fondamental. Donc, chacun va partir de son côté. Voilà ce que je pense. Et ça, c'est une chance pour la France, parce que la France pourra retrouver ses propres institutions, sa monnaie, son industrie, son énergie pas chère, etc., etc. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, on est, à mon avis, à la veille d'un basculement du monde extraordinaire. C'est véritablement la fin de la parenthèse de la Deuxième Guerre mondiale que l'on va vivre. On a eu une première partie de la parenthèse en 1991 avec la chute du mur, mais là, on a la chute de l'Empire américain.
C'est ça qu'il y a derrière. Et ça, il suffit de se poser la question, au lieu de se dire qu'est-ce que Trump veut faire, il suffit de se dire qu'est-ce que Poutine veut faire, et la suite est logique. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, et je pense que Trump a intérêt à résoudre le problème de Gaza assez vite, très vite même, et il peut le résoudre très vite. Il suffit qu'il dise à Netanyahou, écoute, premièrement, on verse plus d'argent, et deuxièmement, je te signale qu'à la prochaine session de l'ONU, on lève notre veto à l'État palestinien. Donc, si tu as intérêt à dire que tu es d'accord avant pour ne pas passer pour un crétin, et voilà. Donc, s'il fait ça, il va retourner en Arabie Saoudite, il va aller en Chine, il va aller en Russie, il va se donner une image de faiseur de paix extraordinaire, parce qu'il va pouvoir dire à tous ces pays-là, ce qu'aucun président n'a fait jusqu'à présent, moi je l'ai fait. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il peut le faire alors que personne ne l'a fait? Parce que jusqu'à présent, la situation de Gaza et de la Palestine était telle que le crédit victimaire était en faveur des Israéliens, c'est-à-dire qu'ils pouvaient continuer leur prédation sous le manteau et tout le monde faisait semblant de ne pas le voir. C'était ça. Mais la stratégie sacrificielle inventée par Sinoir, a totalement changé la donne. Donc maintenant, si Trump dit à Israël, vous arrêtez, il dit ça non pas à une victime, mais à un prédateur. Un prédateur. Donc, ça peut passer auprès des populations internationales et des opinions internationales. Ça va passer. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il se batte à l'intérieur avec son administration. Mais je pense qu'il a un langage qui est jouable en leur disant, moi, je veux faire sauter Netanyahou et sauter la droite israélienne parce que je veux sauver l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël la vraie question dans cette affaire. Vous allez tout perdre, les amis. Donc, laissez-moi faire, donnez cet État enfin à la Palestine et sauver l'État d'Israël, c'est ça l'affaire. Et je pense qu'il est en mesure de convaincre aussi bien un certain nombre de lobbies juifs américains qu'un certain nombre de lobbies évangélistes en tenant un discours comme ça. Ça me paraît être une stratégie intelligente. Alors, on va voir. Peut-être que je me trompe, mais on va le savoir très vite. Dès le mois de janvier, on va le savoir. Oui. Voilà ce que je pense. Françoise, permettez-moi, un auditeur insiste, souhaite d'avoir votre point de vue concernant la prochaine politique de Trump envers l'Iran. Est-ce qu'il va continuer ce qu'il a commencé en 2006, renforcement des mesures d'embargo économique et diplomatique, l'isolation diplomatique, la provocation même militaire? Et il ne faut pas oublier que Trump a assassiné, a donné des ordres pour assassiner Qasem Soleimani. Même les Israéliens n'ont pas, même les Israéliens, ça veut dire l'ennemi historique de l'Iran, ils n'ont pas voulu participer à l'assassinat de Qasem. On n'est plus du tout dans la même situation géopolitique que celle de 2016. Pas du tout. Je ne peux pas penser qu'aujourd'hui, il fasse pression sur Netanyahou en disant maintenant c'est fini, on donne l'État palestinien, et qu'en même temps, il essaye de prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis de l'Iran. Et puis, qu'est-ce qu'il va prendre comme mesure de rétorsion? Aujourd'hui, l'Iran est membre et un des fondateurs des BRICS. Il va faire quoi? Il va vouloir isoler l'Iran, mais l'Iran n'est pas isolé. La Chine travaille avec l'Iran, l'Inde travaille avec l'Iran, la Russie travaille avec l'Iran, l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle politique de contention de l'Iran? L'Iran a gagné la guerre, là aussi. L'Iran a gagné la guerre. Donc, il va faire quoi? Et puis, il va aller voir l'Arabie Saoudite en leur disant on va remettre les accords d'Abraham, mais on ne veut pas parler avec l'Iran. L'Arabie Saoudite va lui dire Dacham. Hein. Va lui dire écoute, moi je suis copain avec l'Iran, je les vois toutes les semaines ou tous les mois, on est ensemble dans les BRICS, on construit quelque chose ensemble. Donc maintenant, écoute, l'Iran, c'est tout. Arrête, tu les détruiras pas, tu les isoleras pas. C'est une politique sans intérêt. Là aussi, il faut
faut changer, faut arrêter, il faut changer de logiciel, là. En 2025, il faudra changer de logiciel pour toujours. C'est fini, ça. Donc, je ne crois pas. S'il fait ça, c'est un imbécile, Trump. Ou il est entre les pattes de ses lobbies. Mais je ne pense pas qu'il fera ça. Je pense qu'il a 2 ans pour changer. Et je pense qu'il a fait tout ça et il a 2 ans pour rentrer dans l'histoire. Je pense que dans sa tête, s'il y a ça, c'est bon. Moi, j'ai 2 ans, j'ai 78 ans, j'ai 2 ans parce qu'après, comme je ne pourrais pas me représenter, j'aurais plus le pouvoir sur personne, j'ai 2 ans pour changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire, c'est me sortir de là avec un État palestinien libre et avoir sauvé l'État d'Israël. L'Iran, l'Iran fera sa vie, hein, qu'est-ce que tu veux. On négociera avec l'Iran pour essayer de désarmer le Hezbollah et les Houthis si on y arrive, etc. Mais l'Iran, il faut faire avec. On ne peut pas éviter. Donc, comme on dit, la main que tu ne peux couper, embrasse-la. Hein. C'est même vrai pour les Américains. Donc, il faudra faire avec. C'est tout. Et puis, en ce qui concerne le Nord, la question la question comment s'appelle de l'Europe et de l'Ukraine, on rentre chez nous, hein. On prend nos boys, on les ramène et on économise de l'argent et on donne de l'argent aux Américains pauvres. C'est ça la stratégie qui est la bonne. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est bien. Il faut bien voir les choses comme ça. Toute autre chose est du rêve et la poursuite d'une guerre, de guerres qui n'auront pas de fin et où l'Amérique est perdante, encore une fois. Donc Oui. voilà. Oui. Alors, j'aimerais bien terminer notre rencontre hebdomadaire avec l'actualité française. Oh là. Les annonces de crise économique et sociale se succèdent. Bien sûr. Les annonces de licenciement en masse, Ah oui. en masse, on parle presque de 150 000 prévisions de licenciement au cours de cette année, 150 000 possibilités de licenciement, des firmes qui ont reçu même des subventions publiques, hein, on parle de Michelin et une autre marque des magasins qui a reçu aussi beaucoup de financement dans le cadre de plan social, de réanimation des emplois, mais après une année ou 2 ans, ils viennent d'annoncer les fermetures, les licenciements, etc. C'est l'échec de qui C'est l'échec. C'est l'échec de Macron, hein. Comme je dis, c'est un canard sans tête. Le maire qui profite maintenant, qui profite en Suisse. Hein, ah oui. La tête de Macron, elle est encore attachée au corps par un petit bout de peau, hein, c'est tout ce qui reste. Hein. Et le canard, il se promène, alors la tête, elle est sur le côté, puis un petit bout de peau qui tient, qui demande qu'à tomber. Et le canard, il se promène comme ça au milieu de la mare, au milieu du pré, en titubant. C'est ça la situation de la France. Donc, c'est clair que ce n'est pas dans cette situation qu'on va redresser quoi que ce soit. Et c'est clair que toutes les erreurs dans le passé qu'on a faites, désindustrialisation, etc., énergie chère, etc., on a l'énergie potentiellement la moins chère d'Europe et une des moins chères du monde, mais on ne veut pas s'en servir. Donc, on a fait une politique pour la gauche, une politique pour les écologistes, etc. Et aujourd'hui, on est en train de le payer. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les structures, les superstructures, ça pourrit lentement et après ça tombe vite. Donc, on ne voit pas quand il y a les termites à l'intérieur de la structure qui montent, qui grignotent, et à un moment donné, pouf, ça tombe. Et ben voilà, c'est en train de tomber. Et on va avoir faillite sur faillite sur faillite, et on va avoir une pagaille monstre dans les années qui viennent, je pense dès cette année ou l'année prochaine. Et je pense que Macron ne va pas pouvoir rester. Moi, je pense depuis le début que Macron ne va pas rester, je te l'ai dit plein de fois, mais à chaque fois, ça s'enfonce. Aujourd'hui, il a combien? 17% d'opinion favorable. Quand il va être en dessous de 10%,
Il va faire quoi? Il ne va pas pouvoir sortir de l'Élysée. Dès qu'il sortira de l'Élysée, il recevra des tomates et des œufs pourris sur sa voiture. Donc voilà. Donc, je pense que on continue la descente aux enfers, c'est tout. Mais tant que la descente n'a pas été suffisante, on n'en tire pas vraiment les conclusions. Les conclusions, c'est Macron doit partir. Voilà, c'est tout. Et ce jour-là, il y aura des nouvelles élections. Sortira du chapeau un nouveau leader comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont repartis. Alors, ils vont peut-être faire des erreurs, je ne sais pas. Ils vont peut-être se tromper de politique, mais en tout cas, ils vont mettre en place une politique parce qu'il y a un patron. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de patron. Ben, les systèmes sans patron, c'est le pire. Voilà. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'une partie de ce qui va se passer. Plus dur sera la chute. Même si le budget passe, parce que je suis persuadé que dès que le budget va passer, il va être obligé de passer avec le 49.3, c'est ce qui se dessine. Après, tout le monde va tirer sur comment il s'appelle, sur Barnier, et surtout son propre camp, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il reste, parce que s'il devient populaire, il va faire sa campagne électorale. Il est en train de faire sa campagne électorale. Donc, c'est le danger de la droite, c'est Barnier. De la droite, de son propre camp. Donc, il va falloir le zigouiller. Donc, on va lui mettre des pots de banane, des savons de Marseille, on va lui scier les pattes. Et le début de la souffrance de Barnier va commencer dès que le budget sera passé. Oui. Mais Macron le soutient tout en disant qu'il ne veut pas le soutenir. Macron le soutient parce que s'il tombe, on va dire c'est la faute de Macron. C'est lui le responsable de cette situation, ce qui est vrai. Donc en même temps, Macron veut dire lui c'est lui, moi c'est moi. Et en même temps, Macron essaye de le soutenir parce que plus il dure, plus Macron dure. C'est la protection de Macron d'une certaine façon. Oui, Donc on est dans une drôle de situation, c'est pas très agréable. Hein. D'être oui. français aujourd'hui, je peux te dire, c'est pas très agréable. Voilà. Mais François, la situation française est presque est généralisée en Europe partout. Hein. Est-ce que c'est la confirmation de l'échec de l'Europe, l'échec stratégique de l'Europe? Mais bien sûr, c'est une confirmation d'un échec stratégique de l'Europe, surtout si on a un système américain qui veut plus de l'Europe, qui veut plus dominer l'Europe. Donc, ce système européen a été monté en disant vous êtes européen. Écoute, moi j'avais été frappé d'une chose. J'avais été à une époque en Crète. En Crète, la civilisation crétoise a 6000 ans. Ce que dit la mythologie grecque, c'est que Zeus a créé, donc, a emmené une princesse sous forme de taureau, l'a transformée en vache, la vache Europe, en Crète. L'Europe est née en Crète. Est-ce que tu ne penses pas que si l'Europe avait voulu se présenter comme une véritable civilisation, elle aurait été chercher dans la civilisation crétoise, qui est extraordinaire, au moins l'une de ses racines. Elle l'a jamais fait. Est-ce que tu as vu, depuis que tu vis en Europe, une seule manifestation ou une seule disant la Crète, mère de l'Europe? Jamais. Même les nazis avaient essayé de se donner des racines historiques, même les nazis. Et nous, on ne l'a jamais fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe ne s'est jamais considérée comme une civilisation. Jamais. Elle est, depuis le début, une construction américaine, d'une part pour se protéger contre le danger soviétique, et ensuite comme un système de prédation sur les gouvernements européens pour leur vendre des produits, maintenant du gaz, des, des armes, des avions, etc. C'est ça l'Europe. C'est un glacis américain. C'est ça l'Europe. Mais le jour où les Américains rentrent chez eux, l'Europe se défait. L'Europe n'a jamais eu de volonté propre, ni culturelle, ni jamais. C'est un système où l'Allemagne était censée, en accord avec les Américains, tenir l'Europe
pour en faire un système américain. Mais voilà, je pense que l'Europe aurait peut-être pu trouver sa volonté propre en 91 si Mitterrand avait eu le courage de dire l'OTAN n'a plus lieu d'être puisque la Russie n'est plus une menace, donc on quitte l'OTAN. Et à ce moment-là, sans l'OTAN, l'Europe aurait pu trouver sa construction propre, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc maintenant, il faut que chacun reparte de son côté et puis qu'ensuite, les pays reconstruisent éventuellement quelque chose s'ils veulent, non pas une monnaie commune parce que ça va exploser, mais un type de serpent monétaire, des coopérations, ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'ils sont capables de faire. Mais le projet européen tel qu'il a été inventé par Jean Monnet en particulier, enfin, Jean Monnet, agent des services américains, qui écrivait à Roosevelt, détruisez De Gaulle. Donc, c'est ça l'Europe. Donc, l'Europe n'a pas d'existence propre. Le retrait américain va entraîner l'implosion de l'Europe parce qu'en vérité, l'Europe n'existe pas. Voilà, c'est ça que je pense. Voilà, c'est ça que je pense. Voilà. Oui. Merci infiniment, François Martin, pour toutes ces explications. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous allons vivre des temps intéressants. Nous n'avons pas fini d'échanger. Avec des sentiments pessimistes ou optimistes? Tout changement a un côté pessimiste et optimiste. C'est la personne qui perçoit le changement, qui fait la bonne analyse et qui prend des décisions qui la rend optimiste. En soi, le pire, c'est le statu quo. Ça, c'est le pire. Stagnation. Maintenant, si on ne fait rien, le changement est négatif, c'est grave. Si on reconstruit quelque chose, et d'abord il faut faire les bonnes analyses, ça sera positif. À nous d'en faire quelque chose de positif. Merci infiniment, François Martin, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci infiniment. Au revoir. À bientôt.